J'ai commencé comme avocat français, faisant des fusions-acquisitions déjà, mais du point de vue juridique. Et après 6-7 ans, j'ai fait un MBA en Suisse, dans un endroit qui s'appelle l'IMD, qui est un MBA très bien reconnu. Et j'ai ensuite travaillé aux États-Unis, en Australie, pour un grand groupe américain. Donc en fait, j'avais la capacité d'aller à peu près n'importe où on peut travailler en anglais. Je suis arrivé à Singapour en 2003, au milieu de 2003. C'était un choix personnel, étant donné que mon épouse, qui est chinoise, de Chine populaire, et moi-même avions beaucoup voyagé un petit peu partout dans le monde, en restant à chaque fois 2 ou 3 années simplement sur place. Et à un certain moment, on s'est dit, bon, il faut quand même se fixer quelque part. Là, on allait soit retourner vers l'Europe, soit éventuellement retourner aux États-Unis. Et on s'est dit, on va se fixer quelque part. On a fait un choix. On aurait pu aller quasiment partout dans le monde. Et on a décidé que Singapour, c'était un bon compromis entre l'Est et l'Ouest. C'était un endroit où on pouvait tous les deux facilement travailler. La qualité de vie était bonne. Et par rapport à Hong Kong, qui était notre numéro 2, la différence était la pollution. Il y a moins de pollution ici où il n'y en a quasiment pas. J'avais l'idée de créer une entreprise, j'avais plusieurs projets en tête, toujours dans le monde de la finance. Et j'ai pris le temps, j'avais beaucoup travaillé avant, très dur, donc j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu en me disant, je vais peut-être pas avoir beaucoup de chance de créer quelque chose, donc autant faire quelque chose dont je suis sûr à 100% que c'est ce que je veux faire. Et donc j'ai réfléchi à 2 projets principaux et puis quelques idées un petit peu plus différentes. Et finalement, j'ai décidé de faire ce qui est devenu Pickering Pacific, donc une société de conseil en fusion-acquisition. Pickering Pacific est un petit peu comme une petite banque d'affaires. Donc nous conseillons nos clients sur leurs activités de fusion-acquisition. Nous sommes spécialisés dans l'Asie de l'Est, que nous définissons comme l'Asie du Sud-Est et la Chine, la Grande Chine, donc Hong Kong, la Chine, un petit peu Taïwan. Et nous travaillons essentiellement pour des grandes multinationales européennes et américaines, et quelques sociétés un petit peu plus petites, mais disons, nos clients se comptent toujours, enfin, des chiffres d'affaires en centaines de millions d'euros au minimum, et beaucoup d'entre eux sont beaucoup plus importants que ça. Mais nous travaillons pour eux sur des opérations de taille moyenne qu'ils font dans la région, donc essentiellement entre 5 et 100 millions d'euros de taille de deal. On ne fait pas beaucoup plus petit parce que c'est des opérations qui sont coûteuses à faire, donc il faut une certaine taille minimum. Et on a tendance à ne pas faire beaucoup plus gros parce que là on est en concurrence directe avec les grandes banques et on n'a pas, notre business model n'est pas d'être en concurrence directe avec elles, sachant qu'on est quand même en concurrence avec elles sur le haut de notre cible, qui est le bas des leurs. Voilà. Nous avons aujourd'hui 6 employés à Singapour. Une personne qui est une senior advisor mais qui travaille en fait à temps très important pour nous, pas exclusivement mais très important, basé en Chine. Et donc ça fait 7, et nous avons 2 autres senior advisors qui eux travaillent à temps partiel, basés à Singapour. Donc aujourd'hui nous sommes 9, nous avons 2 recrutements en cours, donc nous allons passer à 11, et c'est pour ça que nous devons bientôt déménager. Pickering Pacific a maintenant 9 ans, et les 6 ou 7 premières années, chacun de nos clients, il a fallu aller le décrocher à la force du poignet. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est plus les clients qui viennent nous voir, on ne sait pas parfois comment ils ont entendu parler de nous,
clairement, il y a une réputation, et donc les gens viennent nous voir, frappent à la porte. Notre plus gros client à l'heure actuelle, qui est une entreprise allemande, ils ont appelé un jour en disant ben voilà, on voudrait rencontrer quelqu'un de senior chez Pickering Pacific. Je les ai vus la même après-midi. 2 semaines après, on avait signé un très très gros mandat. Mais ça n'était pas le cas les premières années. Et puis de toute façon, l'idée de créer à partir de rien, dans un endroit où je connaissais personne, une boutique M&A, c'est une idée qui n'aurait jamais dû fonctionner. C'est parce que je n'ai pas totalement mesuré la difficulté de la tâche au moment où je l'ai entrepris que je m'y suis lancé. Et puis finalement, ça a bien fonctionné. Mais quand je regarde rétrospectivement, la décision était osée, disons. Et il y avait beaucoup plus de chances que ça ne fonctionne pas que ça ait fonctionné comme ça a fonctionné. Pour accéder à l'information financière, il faut malheureusement payer. Donc il n'y a pas le choix. Donc nous payons, et nous payons très cher pour Bloomberg, Thomson Reuters, ou ce genre de choses. Alors ensuite, ça c'est l'information générique sur les sociétés cotées. La plupart des cibles qui nous intéressent sont des sociétés qui ne sont pas cotées. Donc en fait, nous faisons un travail très détaillé de recherche sur le terrain. Par exemple, l'année dernière, pour un client européen, nous regardions une industrie en Indonésie qui fournissait l'industrie de l'emballage. Je ne vais pas être plus précis parce que c'est encore en cours. Il n'y avait aucun rapport de publié sur ce secteur. Nous sommes allés, l'un de mes collègues Richard est allé en Indonésie à 3 ou 4 reprises, et grâce à nos relations, a pu interviewer soit le directeur des achats, soit le PDG des 10 plus grosses entreprises d'emballage locales pour leur demander à qui ils se fournissaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de leurs fournisseurs, qui était fort, qui était moins fort, etc. Ce qui nous a permis d'avoir une assez bonne idée de quelles étaient les sociétés sur ce marché et d'en sélectionner un certain nombre où l'on pense qu'elles peuvent être rachetables par notre client. On n'a quasiment que des clients européens ou américains. On n'a quasiment pas de clients asiatiques. Tout simplement parce que les propriétaires, donc on pourrait être du côté vendeur, et les propriétaires asiatiques de sociétés de taille moyenne, en règle générale, et je généralise, mais ne sont pas prêts à payer les fees que nous estimons normaux pour ce type d'opération. Et donc, nous, ça ne nous intéresse pas de travailler dans ces conditions-là. Donc en général, nos clients, ce sont les grandes multinationales européennes qui comprennent bien la valeur ajoutée qu'on leur apporte et qui sont prêts à payer pour ça. Alors, c'est pas très difficile de créer une société à Singapour. D'un point de vue démarche administrative, de création de la société elle-même, c'est extrêmement simple. Et il y a effectivement 2 petites difficultés. La première, c'est qu'il faut effectivement respecter les règles s'appliquant aux établissements financiers. Donc, dans notre cas, on est sous un régime d'exemption, qui est un régime qui nous oblige à faire des déclarations assez régulières. La deuxième chose, c'est qu'il devient de plus en plus difficile d'obtenir des permis de travail à Singapour. Et donc, quand on est entrepreneur, on doit obtenir ce qu'on appelle un entreplace. Et les critères pour son obtention sont devenus plus difficiles à satisfaire ces dernières années. Et également, on est obligé assez rapidement de montrer qu'on a un certain succès en matière de développement, de chiffre d'affaires, d'embaucher des personnes, etc. Et donc c'est moins facile que ça l'a été. Je pense que l'Asie du Sud-Est est une région intéressante, qui a beaucoup de potentiel.
mais qui n'est pas une région intégrée. Malgré les efforts faits par l'ASEAN, malgré les promesses d'intégration, en fait, c'est une zone qui est extrêmement peu intégrée. On le voit quand on étudie des marchés pour trouver des cibles pour nos clients. Très souvent, dans leur domaine, et ils sont spécialistes de certaines niches, on ne trouve dans les pays de l'Asie du Sud-Est que des champions nationaux. C'est-à-dire que le leader en Thaïlande va être leader du marché et va représenter 20 à 30 millions de dollars US de chiffre d'affaires, ce qui est, à l'échelle des M&A, petit. Et on ne va pas, dans beaucoup de secteurs, trouver un acteur régional qui représenterait par exemple 100 millions de chiffre d'affaires et qui serait fort en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam. C'est assez rare. Il y a des exceptions, bien sûr, mais dans la plupart des secteurs qu'on a étudiés très en détail pour nos clients, ça n'est pas le cas. Et donc, comme les sociétés sont un petit peu petites, qu'il n'y a pas beaucoup d'intégration au sein de l'ASEAN, des sociétés thaï achetant des sociétés malaisiennes, etc. Ce sont les étrangers, les multinationales européennes et américaines, mais également les Japonais, mais également maintenant les Chinois, mais également maintenant les Indiens, qui font cette intégration en rachetant des sociétés dans plusieurs pays et en créant des organisations régionales qui font partie de ces multinationales beaucoup plus importantes. Et ça, c'est à mon avis un gros problème pour l'ASEAN, qui n'est pas suffisamment bien vu par les politiques et qui risque de marginaliser cette région du monde qui pourtant a un potentiel relativement important. Donc, sur le moyen terme, on va dire dans 5 ans, nous espérons être une cinquantaine de professionnels, probablement établis en plus de Singapour dans certains nombres de pays de la zone où nous aurons une masse critique. Et le but, c'est petit à petit que les employés qui travaillent aujourd'hui à différents niveaux accèdent après les nombreuses années qu'il faut pour devenir un très bon spécialiste M&A, accèdent au niveau de managing director, deviennent un petit peu, en quelque sorte, associés de l'entreprise. Et j'espère que sur le très long terme, la société continuera sur le très long terme, éventuellement un jour sans moi. Et l'idée, c'était de créer quelque chose qui va rester. Si vous travaillez chez Goldman Sachs ou chez Morgan Stanley, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez développer un département, etc. Mais du jour au lendemain, tout ça, ça peut disparaître dans une restructuration. Et puis de toute façon, ça s'appelle Morgan Stanley, ça ne s'appelle pas le nom que vous avez choisi. Nous avons eu un petit peu de turnover. Nous avons eu 2 personnes seniors sur les 9 années, donc c'est pas trop mauvais qui sont partis. Les 2 étaient françaises d'ailleurs. L'une est partie parce qu'elle souhaitait reprendre l'enseignement. Elle donne des cours, par exemple, au campus de l'ESSEC ici, en matière financière et économie. Et bien sûr, donner des cours, c'est assez incompatible avec le M&A, où il faut du jour au lendemain prendre un avion pour aller quelque part. Et puis, nous avons une autre personne qui a un parcours encore plus intéressant, car elle a décidé d'arrêter pour devenir prof de yoga. Changement de vie. Une personne qui était extrêmement douée pour le M&A et qui, voilà, préférait le yoga. C'est chose qu'elle a eu le courage de faire ça. Oui, c'est très bien. Moi, j'ai pris des risques importants dans ma carrière, donc je respecte tout à fait ceux qui sont capables de prendre des risques. Alors, bien sûr, je ne peux qu'inciter des gens à devenir des entrepreneurs et à devenir des entrepreneurs en Asie du Sud-Est, qui est une région où il y a beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il ne faut pas
il faut que ces personnes comprennent avant et mesurent bien et étudient bien la difficulté de pouvoir réussir. C'est extrêmement difficile, il y a très peu de personnes qui réussissent et il y en a beaucoup qui échouent. Alors, l'idéal, ça serait d'avoir un petit peu un filet de sécurité, de façon à ce qu'on ne déménage pas avec sa famille et on se rend compte au bout d'un an qu'on ne va pas arriver à les nourrir et qu'il faut rentrer en catastrophe. Il y a des cas, j'en ai vu, c'est assez dramatique. En même temps, il ne faut pas que le filet de sécurité vous rende trop confortable, parce que certains jours, il va falloir aller vendre à des clients. Et j'ai aussi vu beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient plan marketing et plan de vente sur plan marketing et plan de vente de leur bureau, mais qui ne vendaient jamais rien parce qu'ils ne quittaient jamais leur bureau. Il faut aller frapper à des portes. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'a donné, mais qui est valable pour tous les entrepreneurs, était de ne pas me formaliser lorsque je frappais à des portes et que ces portes ne s'ouvraient pas. Alors qu'avant, j'étais tout le temps dans des très grandes entreprises, avec des postes seniors, et que des gens, on ouvrait toujours les portes, il n'y avait aucun problème. Et puis, du jour au lendemain, on devient juste soi-même, on n'est pas connu, et on frappe à des portes, et les gens disent, mais non, enfin, voilà, ils ne vous ouvrent pas la porte. Et ça, il faut être capable de passer outre à ça, de comprendre que ce n'est pas un jugement sur soi, c'est juste la situation qui fait que les choses se passent comme ça, et il faut persévérer. Donc il y a peut-être deux conseils: avoir un peu un filet de sécurité quand même, et deuxièmement, avoir quand même faim et besoin de réussir, et trouver une manière, malgré le filet de sécurité, de pouvoir quand même se motiver à aller réussir.